qui réussissent. Alors attendez, je vais mettre mes téléphones sur mute, ça sera plus simple. Mettez tous vos téléphones en mode avion, s'il vous plaît. Parce que pendant l'enregistrement... On est bon? Oui. Merci à toutes d'être présentes ce matin. L'objectif de cette table ronde est de discuter de l'entrepreneuriat au féminin, de l'entrepreneuriat des femmes, et de voir aussi quelles en sont les spécificités. On a de la chance au sein du Pépite 3EF parce qu'on a des entrepreneuses extrêmement dynamiques et pleines de succès, donc on est très fiers de ça, et on se disait qu'on pourrait faire justement des portraits de jeunes qui entreprennent en alternant hommes et femmes, puisqu'on a 40% à peu près de femmes qui entreprennent au sein du Pépite 3EF, ce qui correspond à la moyenne nationale. Donc l'objectif, voilà, il y a un petit décalage. Je vais peut-être me présenter très rapidement. Julie Tixier, je suis maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel et enseignante-chercheuse sur l'entrepreneuriat des femmes, notamment. Dans ce cadre-là, j'anime depuis fin 2020 le collectif de chercheurs et de chercheuses Aurélie, l'Observatoire des représentations de l'entrepreneuriat lié au genre. Aurélie, c'est un peu plus rapide. J'ai fait figurer ici le queer code du dernier questionnaire que nous avons mis en ligne. En 2021, nous avons procédé à un premier questionnaire auprès des femmes qui entreprennent au sein des Pépites pour essayer de comprendre quelles étaient la spécificité justement de l'entrepreneuriat des jeunes femmes au sein des Pépites. Donc l'idée d'Aurélie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des études scientifiques, donc on est 8 chercheurs, je vais vous présenter. On a eu ce premier questionnaire avec 247 réponses exploitables, d'un petit peu partout en France, puisqu'on est sur plein de pépites en France, qui nous ont permis d'avoir un premier portrait de l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Et on va voir ce qu'il en ressort. Donc on est 8, je tenais à vous présenter mes collègues parce que c'est important. On est vraiment un collectif de chercheurs où on apporte tous une contribution différente. Vous voyez que certaines sont en Corse, d'autres à Tours, à Paris, en Picardie, etc. On travaille ensemble grâce à Zoom depuis 2020. Voilà. On a des premiers constats. On a d'abord 4 entrepreneurs sur 10 qui sont des femmes au sein des Pépites aussi. On a à peu près les mêmes proportions. On a un essor de l'entrepreneuriat des femmes qui a été réalisé, mais depuis 2015, ça stagne. C'est-à-dire qu'on avait une courbe qui était ascendante, mais qui aujourd'hui n'augmente plus trop. Donc on se pose aussi des questions pour savoir pourquoi. Donc on a un premier élément de recherche qui ressortait. Je ne vais pas parler trop longtemps, ne vous inquiétez pas, mais pour vous dresser un petit peu le portrait des femmes qui entreprennent au sein des Pépites, la plupart, en tout cas, grosse proportion nous disaient « je veux donner du sens au travers de ce projet entrepreneurial ». Donner du sens avec un double accomplissement, donner du sens pour soi, donner du sens pour les autres, pour la société. Faire quelque chose qui a du sens, à la fois pour les autres et pour moi. Et on retrouve ça d'ailleurs dans vos projets, et c'est ça qui est assez intéressant. Elle nous disait vouloir être autrice ou auteur de sa propre vie, créer son entreprise pour donner du sens pour les autres, apporter des innovations pour changer la société. On avait énormément de verbatim là-dessus. Et ça nous semblait être un point important de montrer qu'il y avait cette volonté vraiment de donner du sens, d'agir pour les autres, pour soi et pour les autres, avec beaucoup d'attentes aussi dans ce projet entrepreneurial de ce fait. On avait aussi un référentiel plutôt idéalisé de l'entrepreneuriat de genre masculin. On sait que le neutre n'est pas vraiment neutre. On avait aussi ce qui ressortait un mirage de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurial superwoman, ce qu'appellent les auteurs Bian et al. Cette notion de superwoman qui peut faire peur aux femmes qui entreprennent, où on va montrer des rôles modèles de femmes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, qui réussissent tout,
qui arrivent à réussir leur entreprise, voire plusieurs entreprises, leur famille, montrer vraiment une entrepreneuse à 200%. Et on se rend compte que de mettre en évidence des rôles modèles de superwoman, ça peut faire peur. Et ça peut effrayer et plutôt freiner, être contre-productif et freiner des femmes qui entreprennent, qui se disent mais moi je ne vais pas y arriver, j'arrive pas à tout mener de front. On peut se poser la question aussi de savoir si les rôles modèles au masculin de Superman sont aussi contre-productifs pour certains hommes. On avait des perceptions genrées de ces femmes qui entreprenaient dans les pépites, où on a fait des nuages de mots qui nous montraient qu'en fait, il y avait une perception, je vais vous mettre tout de suite, elles avaient une perception de la femme qui entreprend qui est proche de celle du jeune qui entreprend. Je m'explique. Il y avait un certain nombre de termes qui revenaient pour la femme qui entreprend, c'était le courage, l'indépendance, la force. On a remis dans les nuages de mots qui ressortaient de manière plus forte. Pour les jeunes qui entreprennent, quand on leur a demandé l'image des jeunes qui entreprennent, c'était les mêmes mots à peu près. Le courage, la détermination, la motivation, l'ambition, etc. En revanche, un homme qui entreprend, les termes étaient un petit peu variés. Et il y avait la notion d'ambition qui ressortait plus fortement. Il y avait la notion de courage, certes, mais il y avait aussi les termes de normal, banal, c'est un petit peu dur pour nos collègues, mais on s'est rendu compte donc que les femmes qui entreprennent au sein du Pépite avaient la même perception, la même représentation en tant que femmes et en tant que jeunes. Mais leur représentation des hommes était différente. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous demander, donc voilà, 85% pensent qu'une femme qui entreprend doit être tenace, courageuse, audacieuse, parce que vous êtes une dame. Mais pour les hommes, c'était le courage, mais aussi la banalité, la facilité, la normalité. Un petit peu dur. Et pour les jeunes, c'était aussi le courage, l'ambition. On en discutait tout à l'heure, et puis vous allez aussi en témoigner, mesdames, je pense. Parfois, et c'est ce qu'on creuse aujourd'hui avec l'Observatoire, on se questionne sur cette dimension genrée, et est-ce que les principaux obstacles ne tiennent pas plutôt à l'âge plutôt qu'au genre. Et on se remet en question. Certes, on est l'observatoire des représentations entrepreneuriales de genre, c'est un petit peu long à dire, mais on se demande si cette question du genre, elle est toujours pertinente pour les jeunes. Est-ce qu'elle n'intervient pas peut-être plus tard dans le parcours entrepreneurial? Est-ce qu'elle est pertinente encore en 2023? En tout cas, ce sont des questionnements qu'on a pour la version 2023 justement du questionnaire, où on cherche à interviewer à la fois des femmes des pépites et des hommes des pépites pour avoir leur perception de l'entrepreneuriat et percevoir si les obstacles sont les mêmes ou pas. Faire une comparaison en ce sens-là. Voilà. Créer son entreprise, un parcours de combattante, qu'on va voir tout de suite. Je vais finir très rapidement. Donc, ce qui nous est apparu aussi de ce questionnaire et ce qui était intéressant, et je pense qu'on va le retrouver dans vos témoignages, la plupart nous montrent qu'elles ont conscience des obstacles. Elles ont conscience des difficultés à venir, des difficultés financières, des difficultés de légitimité, des difficultés de stéréotypes de genre parfois. Toutes ne sont pas d'accord avec cette notion de stéréotype de genre, d'autres nous disent « mais pourquoi vous me posez cette question? Moi j'entreprends en tant qu'individu », ce qui est un résultat aussi qui nous intéresse. Mais cette résilience nous intéressait particulièrement et nous est apparue de manière assez forte, où on a des jeunes femmes qui disent « je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles, on va remettre en question ma légitimité, mais j'y vais. Quelles que soient ces difficultés, j'y vais. » Et ça nous paraissait être une bonne leçon aussi. Je vais aller vite sur les besoins exprimés qui sont assez récurrents et qu'on trouve aussi sur d'autres types d'entrepreneuriat. Un besoin de mentor et de mentor femmes aussi, pour avoir une exemplarité différente. Des lieux ressources où les femmes peuvent échanger aussi entre elles. Des dispositifs valorisant l'engagement des femmes, des réseaux d'affaires spécifiques aux femmes, et aujourd'hui ça se développe. Et puis gagner en assurance, toujours aussi des difficultés. Mais je trouvais que c'était intéressant de se dire que dans ces besoins récurrents, on avait une approche systémique, c'est-à-dire que au-delà de se dire c'est parce que les femmes n'ont pas confiance en elles qu'elles n'entreprennent pas, c'est plutôt un système aussi qui doit leur permettre d'avoir une poche de sécurisation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, pour pouvoir entreprendre
plutôt que de remettre en question la femme dans sa confiance en elle. Donc je remets le quiz code pour insister, pour avoir un maximum de réponses pour les jeunes qui entreprennent, hommes et femmes, pour cette version 2, parce que on est questionné aussi en tant que chercheur et on se pose beaucoup de questions là-dessus pour savoir si la question du genre est toujours pertinente. Et c'est la question que je souhaitais vous poser à toutes. Donc on va procéder étape par étape. Je vais vous demander de nous relater un petit peu votre parcours, qui est plus ou moins long, et puis m'expliquer un petit peu à la fois les obstacles, mais aussi les leviers que vous avez su déceler dans ce parcours pour essayer de comprendre s'il y a des difficultés spécifiques ou si au contraire vous avez eu des mains tendues spécifiques dans votre parcours pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat des jeunes qui entreprennent dans notre pépite. Alors, ah oui, il y avait une petite statistique sur l'entrepreneuriat au sein du pépite. On voit qu'on est à 40% aujourd'hui à peu près de femmes qui entreprennent. On est sur la moyenne, on cherche à toujours faire plus, ça va venir. Donc nos intervenantes, on a Charlotte, d'Omni. Donc Charlotte, je te laisse la parole, si tu veux présenter Omni et puis ton parcours. Ça marche. Moi je suis Charlotte Allot, cofondatrice d'Omni. Omni, on est le coéquipier de confiance des personnes à mobilité réduite. On a développé une solution qui permet de les accompagner dans leur mobilité. Concrètement, notre première solution, ça leur permet de motoriser leur fauteuil manuel avec une trottinette électrique et donc de se déplacer hyper facilement grâce à une solution qui coûte moins cher, qui est inclusive, qui change le regard sur le handicap et qui permet vraiment d'apporter de la liberté. C'est un projet qu'on a créé avec mes associés donc il y a 4 ans maintenant. On a été accompagné par le Pépite 3EF. Et donc ouais, voilà, 4 ans d'entrepreneuriat. Pour moi, c'était pas, l'entrepreneuriat, j'imaginais pas du tout y aller. Pour moi, je suis assez stressée. J'ai besoin d'être rassurée. Donc, avant de rencontrer mes associés il y a 4 ans, je travaillais chez Airbus où j'étais en ressources humaines et les choses étaient un peu tracées. J'avais un job qui me convenait pas mal. Une belle carrière qui pouvait se profiler et sauf que j'ai rencontré mes quatre futurs associés avec un projet un peu fou mais qui avait comme tu le disais du sens et qui me donnait envie de me lancer dans l'aventure. Ça a été compliqué à faire comme choix parce que l'entrepreneuriat c'est risqué, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon, je me disais, je suis jeune, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, qui a du sens, et donc j'ai envie de me lancer. Et au pire, ça fonctionne pas, ça m'aura quand même apporté plein de choses et je rebondirai. Donc voilà, j'en ai longuement parlé avec mes parents parce que c'est pas facile de prendre la décision et ils m'ont convaincu de le faire. Et ouais, j'ai été convaincue par l'équipe, par le projet et c'est sûr que c'est plus facile d'entreprendre à plusieurs. Honnêtement, je sais pas si j'aurais été capable de le faire toute seule parce que c'est difficile, il faut être bien entouré parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de rôles de superwoman qui arrivent à tout faire et moi c'est pas mon cas, hein, je le dis, c'est stressant, hein, on sait pas si on prend les bonnes décisions, c'est toujours le doute, mais on avance et il faut être déjà satisfait du chemin parcouru étape par étape et avancer quoi. Tu les as rejoints, ils avaient déjà prototypé ou ils étaient en cours? Alors c'est plus compliqué que ça parce que en gros ils ont fait ce qui s'appelle la D-School qui est pas très loin d'ici, qui est une école d'innovation centrée utilisateur où l'idée c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer des solutions. C'est le design thinking. Et donc eux ne connaissaient rien au handicap, donc eux-mêmes se sont mis en fauteuil roulant pour comprendre ce que ça faisait. Donc ça passe par toute une phase d'immersion, d'observation, d'interview. Et je les ai rencontrés à ce moment-là, donc vraiment au tout début du projet où c'était encore au stade de la découverte. Et on a commencé à prototyper ensemble. Donc moi j'étais utilisatrice et je pouvais leur faire des retours sur des prototypes qu'ils faisaient et on a co-créé ensemble jusqu'à se dire créons le projet et lançons notre entreprise ensemble pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. Une aventure collective. Ouais, clairement très collective et avec plein d'utilisateurs qui ont intégré le projet aussi pour donner leur avis
Et ça, c'est vraiment le conseil que j'ai, je pense, dans l'entrepreneuriat, de se dire que avant de se lancer, il faut vraiment interroger son marché, les faire participer, parce que c'est beaucoup plus facile de le remettre en cause dès le début du projet que quand on a bien avancé dessus, où c'est plus difficile d'entendre la critique et de pivoter que dès le début, quand on intègre les personnes qui vont nous aider à savoir comment y aller, où aller. Moi, je suis aussi la preuve, puisque j'ai participé du coup à rejoindre le projet en étant intégrée dès le début dans la création, quoi. Et aujourd'hui, Omni se développe? Omni se développe bien. Omni, donc on a fait 2 ans de développement, 2 ans de R&D. Honnêtement, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Quand on a fait notre présentation du projet de fin d'études, on avait déjà un prototype qui n'était pas industrialisable, mais un prototype qui fonctionnait. Et on s'était dit, en 6 mois c'est plié, on commercialise et ça va le faire. Évidemment, tout le monde était là à nous dire, pas du tout. On était un peu suspicieux, on est sûr de nous. Et non, donc ça a été 2 ans de développement pour avoir un produit vraiment universel à tous les fauteuils, qui passe tous les tests en laboratoire. On a déposé plusieurs brevets. Donc voilà, ça a pris énormément de temps. Et donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on commercialise. On a livré un peu plus de 800 personnes en 2 ans. 800 personnes qui nous disent au quotidien que ça leur change la vie, que ça leur permet de ressortir de chez eux, d'être autonomes, que ce soit pour aller faire les courses, travailler, ou juste le plaisir de sortir de chez soi pour se changer les idées. Et donc ouais, ça a vraiment du sens et c'est ce qui nous motive au quotidien pour se développer. C'est une très belle aventure. Ouais, c'est plutôt chouette. Ouais. Mais bon, Oui. là encore, tout n'est pas parfait. Comment, d'abord, quel est votre rôle dans l'entreprise? Parce que j'imagine que vous avez vos 4 associés techniciens, développeurs, créatifs, etc. J'imagine volontiers que c'est vous qui êtes la pilote, la superviseure et en même temps celle qui porte les factures, etc., etc. Toute la routine de l'entreprise, une routine essentielle. Et puis deuxième question, concrètement, comment vous avez adapté la technologie trottinette sur les fauteuils? Parce que ça marche. Alors pour la première question, non, c'est pas moi qui m'occupe des factures, sinon on serait très mal barré chez Omni. Non, je suis pas du tout sur la partie admin. On sait vraiment, et puis ça évolue en vrai, tous les 3 mois on se réorganise quasiment. Ça évolue beaucoup. Maintenant, moi je suis plutôt en charge de toute la représentation d'Omni à l'extérieur, que ce soit auprès de la presse, auprès des utilisateurs, de notre communauté, où l'idée c'est aussi de faire parler et remonter des messages forts pour faire s'exprimer notre communauté qui a envie de changer le regard sur le handicap, pour montrer qu'on est des gens normaux. Et donc moi je suis plutôt sur la communication d'Omni. Après on s'est répartis, donc il y a Mathieu qui est plutôt sur tout l'aspect opérationnel, qui va leader les équipes marketing, produits et vente. Noé qui est lui sur l'aspect finance et admin, et Robin qui développe à l'international et qui est sur le produit. Et donc on évolue régulièrement et on change de rôle, mais ça fonctionne bien et on est associés. Donc je suis fondatrice, on est associés à part égale, et ça c'était important. Enfin, on a chacun le même poids dans les décisions, et on fonctionne vraiment bien comme ça. Tout le monde nous a mis en garde sur le fait que c'était beaucoup, qu'on était nombreux à être fondateurs, mais c'est plutôt une force parce qu'on est hyper complémentaires, et on n'était pas potes avant de créer Omni. On s'est vraiment rencontrés autour du projet, et c'est aussi ce qui nous a permis d'avancer ensemble et de nous lier. Et la deuxième question sur Omni, c'est un système de fixation qu'on a créé, où il y a une partie qui est sur la trottinette, une partie sur le fauteuil. Et en fait, on vient basculer le fauteuil, le poser sur le plateau de la trottinette. Ça se clipse automatiquement. Et toutes les manettes sont au niveau du guidon, et ça permet d'accélérer, freiner et de se déplacer en passant tout ce qui est pavé, côte et tous ces genres d'obstacles. Voilà. Moi j'avais essayé le proto, c'était génial. Ici d'ailleurs, je crois. C'est voilà. Super. Est-ce que vous vous considérez comme une start-up du coup? Ouais, oui, parce qu'on est une start-up, parce qu'on cherche à faire de la croissance. Donc on est d'ailleurs en pleine levée de fonds pour faire le développement à l'international, faire notre V2. Aujourd'hui, on avait fait un prototype où on restait sur
des procédés qui sont assez agiles pour pouvoir le modifier en fonction des retours des utilisateurs et tout. Là, maintenant que le produit est stabilisé, l'idée c'est de faire une V2 avec des procédés qui vont faire de la réduction de coûts, de faire le passage à l'échelle pour l'international et de continuer à se déployer en France où on fait de la vente directe, donc il y a beaucoup d'efforts marketing et communication à faire. Donc voilà, plein de choses en cours. Voilà. Merci Charlotte, on est très fiers d'Omi et des autres produits au sein du Pépite. On continue? Dana, on voulait se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Dana, j'ai 23 ans et en septembre dernier j'en ai diplômée d'un master. Juste derrière, il y a eu Paris-Est en marketing et management des services. Et là, actuellement, j'ai le statut d'étudiant entrepreneur. Donc ça me permet de rester étudiant tout en développant mon projet à 100%. Et pareil, j'avais la décision, qu'est-ce que je fais après mes études? Et puis j'ai eu ce projet et j'ai pas trop hésité quand même. Et j'ai foncé. Alors pourquoi Lean Paris? Moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, ma mère m'a emmenée acheter mes premiers soutiens-gorge. Donc j'étais hyper excitée à l'idée d'acheter mes premiers soutiens-gorge, mais je me suis vite rendu compte que c'était un enfer. Je voulais vraiment plus me rendre en magasin. J'avais que des remarques des vendeuses, comme quoi il n'y avait pas ma taille, ou alors qu'il restait très peu de modèles, et c'était des modèles qui s'adressaient à une tranche d'âge un peu plus mûre que la mienne. Et surtout que c'était des modèles, des ensembles qui coûtaient très très cher. Et j'ai une petite sœur qui s'appelle Lynn, avec qui j'ai 5 ans d'écart. Et un jour, elle est venue me voir quand elle était au lycée, en me demandant de donner mes anciens soutiens-gorge à des copines à elle, qui avaient le même problème que moi, donc c'est-à-dire un petit tour de dos pour une forte poitrine. Et je me suis dit que c'était pas normal qu'en 5 ans, le marché n'ait pas évolué. Et donc, j'ai décidé de me positionner. Donc là, je suis en train de développer cette marque, Lean Paris, donc je suis à l'étape du prototypage. Et je souhaite proposer des soutiens-gorge qui vont du 85 au 95, avec un bonnet allant du D au G dans un premier temps. J'aimerais développer ça au maximum. Et à travers cette marque, je veux vraiment rassembler en fait ces jeunes filles, parce que je me suis rendu compte que je me sentais hyper isolée avec ma poitrine, j'étais hyper complexée. Et plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il y a plein de filles qui sont dans la même situation que moi. On est toutes un peu isolées. Donc vraiment créer une communauté autour de la bienveillance, de la sororité, pour trouver des produits qui nous vont bien. Donc voilà pour Lean Paris. Est-ce que tu peux nous parler des obstacles que tu as pu rencontrer ou des leviers? Oui, moi j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le projet quand j'étais en M2, donc l'année dernière. Et même si j'ai une formation dans le commerce, j'ai pas de formation dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé à chercher de moi-même, et notamment des podcasts. Et je suis tombée sur le podcast de Willa. Je sais pas si vous connaissez, c'est un incubateur au féminin. Et donc j'ai candidaté pour intégrer cet incubateur. Et j'ai fait 3 semaines de bootcamp intensif pour justement m'éduquer sur les pratiques de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que sans faire exprès, je me suis orientée vers des femmes qui m'accompagnaient. Et à la suite de ça, j'avais un accompagnement sur 6 mois auquel j'ai pu assister à différents ateliers. Et c'est vrai que ça, c'est la première chose qui s'est passée. Et en fait, moi, c'est un peu particulier parce que au début de mon projet, j'ai tout qui allait bien. On m'a dit Willa, j'ai remporté quelque chose qui m'a permis d'avoir les 6 mois d'accompagnement. Ensuite, parallèlement les études, j'ai participé à un concours avec la bourse Sisley qui est organisée par l'université. Donc j'ai remporté un prix financier, donc tout allait bien, et ce qui m'a permis aussi de me conforter dans le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat après mes études. Et on va dire qu'à partir de novembre, et là c'est vraiment presque la chute. Tout va mal, dans le sens où je me prends plein de noms, où j'avais imaginé mon projet d'une certaine manière, j'avais un planning. Au final, c'est la vie en fait d'entrepreneur que j'apprends, qui ne rentre pas forcément dans les clous de ce que ce qu'il m'avait imaginé. Et comme j'en parlais avec Julie la dernière fois, je me rends compte que je sais pas, comme je suis en train de créer,
si les obstacles que je rencontre, c'est par rapport à moi en tant que femme, ou alors par rapport à mon âge de 23 ans, parce que c'est vrai que quand je vois dans le regard de l'interlocuteur que je suis jeune, j'ai l'impression que aussi ça c'est un petit frein. Donc c'est surtout ça. Et en fait, tu travailles souvent avec d'autres jeunes, je pense à oui, notamment, oui. qui entreprennent au sein du Pépite. Oui, c'est ça en fait l'avantage du Pépite 3EF, c'est qu'on est vraiment tous. Il y a 2 types de statuts, mais en tout cas les D2E, on est des diplômés qui entreprennent. Et on se rencontre une fois par mois, on a une journée qui nous est dédiée vraiment qu'à nous. Et on se lie forcément d'amitié et forcément on travaille ensemble. Et c'est vrai que moi je suis seule sur mon projet et c'est vachement aidant en fait d'avoir avec moi tous ces entrepreneurs. On se pose des questions, on s'avance les uns et les autres. Et ouais, c'est vraiment précieux cette communauté de D2E. Anaïs, je te laisse te présenter avec un parcours un peu plus long et plus sinueux. J'ai commencé ici, enfin pas ici même, mais dans le campus. J'étais étudiante en master gestion de projet web, parce que les réseaux sociaux, ça m'a toujours passionnée. J'ai fait une licence en communication et je me suis dit je vais me spécialiser dans le web. Et mon projet, le master que je faisais ici était en alternance. On avait un projet étudiant à faire. Et je me suis dit à ce moment-là, je découvrais le jardinage. J'ai pas la main verte, j'ai pas de jardin. Je suis allée sur internet, on était en 2016, le jardinage urbain et l'agriculture urbaine, ça n'existait pas en France. Quand j'en parlais à mes profs, ils me disaient mais ça n'existe pas l'agriculture urbaine. Pourtant c'était un terme qui existait vu qu'il vient du Canada, il parle aussi français là-bas. Et je me suis dit si je trouve pas d'informations faciles à comprendre pour jardiner sur mon balcon, je vais créer un site justement qui va parler de jardinage urbain, sachant que j'étais débutante donc j'ai dû chercher pas mal d'infos et j'ai proposé ça à mes camarades de classe, on devait être par groupe. Donc je leur ai dit est-ce que ça vous dit qu'on crée un blog sur le jardinage urbain pour inciter les urbains à créer des petits potagers sur leur balcon. Ils m'ont suivi dans ce projet-là. Et en me baladant dans la fac, j'ai vu une affiche où quelqu'un de l'équipe 3F m'a parlé il y avait un programme justement pour faire découvrir l'entrepreneuriat aux étudiants. Donc j'y ai participé en présentant ce projet-là. Et c'est vraiment comme ça que c'est venu. À la base, moi, l'entrepreneuriat, ça ne me parlait pas du tout. J'avais pas du tout envie d'entreprendre. Je voulais juste faire un projet étudiant. Et par hasard, je suis tombée sur Pépite 3EF. Donc c'est comme ça que ça a pris. Finalement, on a continué le projet et moi, mes camarades ont pris leur direction. Moi, j'ai gardé le projet. J'ai participé au concours Tous Connectés, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. J'ai participé en présentant ce projet-là à l'époque. Ça a été un échec. J'ai eu des retours. Il n'y avait pas de business model. Moi, je voulais vraiment pas entreprendre. C'était juste un site que je voulais lancer. Donc voilà, c'est les retours qu'on m'a fait au début. Et au final, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pris vraiment ces retours constructifs pour voir comment est-ce que je pouvais faire évoluer le projet. Alors, c'était un demi-échec quand même, vous aviez été sélectionné pour Pitch, tu avais été sélectionné. Oui, j'ai quand même pu présenter les 7 sélectionnés. Et c'était Mon Petit Balcon. C'est ça, le nom, au début ça s'appelait Mon Petit Balcon, le blog existe toujours, monpetitbalcon.fr. J'ai entre 50 000 et 100 000 visiteurs par an sur le site, donc le site est toujours en ligne. Et au final, j'ai repostulé une seconde fois au concours et cette fois, c'est passé. J'ai pu être sélectionnée parmi les gagnants et on avait un prix financier qui m'a notamment permis de créer la structure juridique. Et là, le Pépite m'a accompagnée aussi grâce à un partenariat avec la BGE. Donc j'ai pu intégrer une structure avant même de créer mon statut et ça, c'est intéressant parce qu'on a plein de limites quand on est jeune de se dire moi j'y connais rien en juridique, comment je vais créer mon statut, j'ai pas beaucoup d'argent, donc est-ce que c'est possible ou pas de faire mon entreprise. Et le fait de rejoindre BGE Paris, ça m'a permis de commencer à avoir un premier client sans avoir de structure. Et c'est comme ça que l'entreprise s'est créée grâce aux opportunités qui se présentaient sur mon chemin, mais à la base c'était pas du tout mon objectif. Et j'ai eu la chance dès le début d'avoir un gros client qui est une grosse marque dans le domaine du jardinage qui voulait que je les accompagne pour moderniser leur communication pour s'adresser aux citadins. Donc on était entre 2015 et 2018 où le sujet n'était toujours pas tendance. C'est ça, c'était avant le Covid. C'est ça, avant le Covid et avant que ça devienne hyper tendance. Donc c'est un client qui m'a vraiment bien rémunéré pour le travail que je leur proposais. Et grâce à cet argent, j'ai pu lancer ma boutique en ligne, parce que pareil, pour lancer une boutique en ligne, il faut de l'argent, il faut de la trésorerie.
Et je me suis dit, je vais pas me rémunérer, je suis étudiante, je vis chez mes parents, mais je vais mettre tout cet argent et j'ai lancé Échoppe Végétale, qui est une box jardinage par abonnement pour les citadins sans jardin. Parce qu'à cette époque-là, il commençait à avoir une tendance autour des box jardinage, mais pas pour les gens qui n'ont pas de jardin. Donc vraiment, à la base, moi je viens pas du jardinage, mais c'est au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un marché, donc j'y suis allée. J'ai lancé la box entre 2018 et 2020. 2020, il y a le Covid, les jardineries sont fermées, les gens commandent beaucoup sur Internet, ils veulent avoir leurs produits aussi vite que quand ils commandent sur Amazon. Je ne suis pas Amazon. Je me dis, le e-commerce, j'arrête, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Pourtant, j'avais plus de commandes, mais justement, comme je voyais l'activité croître, je me rendais compte que je voulais plus du tout faire ça. Donc en 2020, j'arrête et je lance Plantologie urbaine. Et Plantologie urbaine, ça correspond beaucoup plus à mes valeurs. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a plein de moments où on veut arrêter. Et moi, ce qui m'aide, c'est de me dire quelles sont mes valeurs, dans quelle direction est-ce que je veux aller. Et Plantologie urbaine, ça me correspondait beaucoup plus parce que ce qu'on fait, c'est qu'on invite les entreprises à cultiver le bien-être des collaborateurs lors de team building autour de l'environnement. On les sensibilise à l'environnement, on les fait jardiner, on leur propose des cours de cuisine autour de la transition alimentaire, on leur propose de végétaliser leur bureau avec notre aide. Et ça, j'avais déjà commencé entre 2015 et 2018 à faire des petits ateliers à droite à gauche. Le premier gros atelier que j'avais fait, c'était pour BNP Paribas, où pareil, j'avais reçu une demande de devis sur mon blog Mon Petit Balcon. On m'a dit, voilà, tu parles de jardinage, est-ce que tu serais capable d'animer des ateliers jardinage? J'ai dit oui, même si je l'avais jamais fait. Et au final, j'ai vu qu'il y avait aussi un marché, parce qu'il n'y avait pas d'acteurs en France qui faisaient des ateliers jardinage en entreprise. Et c'est pour ça que longtemps après, j'ai lancé Plantologie urbaine. Aujourd'hui, avec Plantologie urbaine, j'ai commencé à me verser mes premiers salaires. Donc il y a 6 ou 7 ans qui se sont passés entre le moment où j'ai découvert l'entrepreneuriat et aujourd'hui. J'ai commencé à recruter, on est 2 dans l'équipe, plus d'autres partenaires, plus 2 autres partenaires avec qui on travaille. Je travaille avec une trentaine de prestataires pour faire les prestations en entreprise et l'animation. Et moi, je me charge de manager le projet, de communiquer dessus, de trouver de nouveaux clients. Donc c'est une activité qui continue d'évoluer. Et là, on s'intéresse non plus seulement à proposer des ateliers jardinage, mais à améliorer le bien-être au travail au sens large avec des solutions éco-responsables. Donc il y a encore plein de travail à faire. Peut-être que dans 2 ans, on changera encore de nom parce que l'activité se sera réorientée, mais voilà, au début, c'est arrivé un peu par hasard et au final, quand on voit que ça nous plaît, ça donne envie de continuer et de s'adapter. Et ça a du sens. C'est ça. Super. Merci Annelise. Et Juliette, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours également? Oui, alors moi j'ai pas du tout été étudiante entrepreneur, mais je travaille pour Pépite. Je fais donc partie de l'équipe. Et effectivement, j'ai un parcours dans l'entrepreneuriat. J'ai passé presque 10 ans avec monter ma société, voilà. Donc en fait, tout à l'heure on parlait du fait de monter en n'étant pas seule et en étant entourée. Moi, à 30 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas envie de le faire seule. Et donc je suis rentrée dans un réseau de franchise pour des cours de cuisine. Et donc j'ai ouvert mon atelier de cours de cuisine dans ce contexte. Sauf que les surprises de l'entrepreneuriat, 1 an après, mon franchiseur est tombé en liquidation. Et donc il a fallu rebondir. Et c'est comme ça qu'on a recréé une structure avec les autres franchisés. Et dans la continuité, je suis devenue présidente en fait, de cette SAS. Donc j'ai passé près de 10 ans à gérer mon atelier de cours de cuisine et en parallèle la centrale qui gère le réseau de cours de cuisine parce qu'il y a plusieurs ateliers en France. Et puis les surprises aussi de la vie, c'est que 2 ans après avoir ouvert, je suis tombée enceinte. donc tout ça, j'ai dû le mener en parallèle. Et tout à l'heure, on parlait des modèles Superwoman. Effectivement, en fait, c'est dur, c'est très très dur. Quand on est lancé dans un business, qu'on est femme entrepreneur, qu'on a des horaires horribles, parce que moi, en fait, je travaillais tous les soirs, des fois jusqu'à minuit, et puis les week-ends, et qu'on devient maman. Et donc, il faut quand même aussi bien reconnaître que non, on n'est pas toutes des superwoman. Et oui, ma vie de famille en a beaucoup pâti.
Et c'est aussi ce qui a fait avec le fait que mon fils grandisse, qui m'a fait prendre la décision de prendre du recul par rapport à ma société et de fermer mon atelier et de passer à une autre aventure au sein du Pépite. Voilà. Merci. Et quel conseil, donc après 10 ans d'entrepreneuriat, tu peux donner aux jeunes qui entreprennent? Être agile. Ce qu'elles nous ont montré. Voilà, exactement. Tout à l'heure, quand tu parlais du fait, de sans arrêt rebondir et de changer d'optique, etc., c'est vraiment ça. Moi, j'ai dû sans arrêt rebondir, sans arrêt me réajuster. En plus, avec des problèmes liés à des problématiques RH, avec des chefs à recruter sans arrêt, etc. Toute cette partie-là, ça fait partie des contraintes au quotidien au niveau de l'entrepreneuriat. Et puis, en fait, il faut savoir s'adapter par rapport aux contraintes de la vie. Moi, au sein de mon atelier, c'était positionné dans le centre de Paris, dans le 11e, entre Bastille et République. Donc, juste après avoir ouvert, j'ai eu les attentats. Après, j'ai eu les gilets jaunes. Après, j'ai eu les grèves SNCF et RATP. Et puis après, j'ai eu le Covid. Voilà. Donc, en fait, il faut sans arrêt se réajuster, se réinventer, créer de nouvelles choses. Quand votre commerce est fermé, il faut, pareil, il faut proposer une autre offre. Il faut faire des cours à distance. Il faut répondre aux besoins des clients. Ok, on fait un team building, mais on va le faire à distance. Donc, il faut préparer des box en amont avec tous les ingrédients pour les envoyer chez chaque personne. Voilà, trouver un partenaire pour qu'il puisse venir nous filmer et faire quelque chose de pro. Et tout ça en période Covid. Et puis après, derrière, faire de la vente à emporter parce que on se dit faut quand même continuer de payer le loyer en fait. Donc voilà, c'est sans arrêt se réinventer et puis on se retrouve face à des obstacles. Et en fin de compte, il faut trouver des solutions, mais très vite, comme ça, tout de suite. Donc ça, c'est primordial. Et puis, pas se laisser abattre, parce qu'en fait, ça fait partie du jeu, quoi. C'est le monde de l'entrepreneuriat, tout simplement. Être agile. Exactement. Est-ce que, pour répondre un petit peu à la thématique de la table ronde, est-ce que vous avez, les unes les autres, fait face à des difficultés? Dana, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, en tant que femme ou en tant que jeune, ou pas du tout? Qui pense? Tu avais quelque chose là-dessus? Alors, moi, j'ai eu aucun problème en tant que femme pour monter mon business. Après, est-ce que c'est lié, on va caricaturer un petit peu, mais est-ce que c'est lié au secteur des cours de cuisine? En mode, je suis cataloguée, je suis une femme, donc j'ai une légitimité pour être dans le secteur des cours de cuisine. C'est possible aussi, j'y ai jamais vraiment pensé. En tout cas, moi, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de mon environnement, vis-à-vis de tout ça, j'ai jamais eu aucun problème. La problématique que j'ai rencontrée, ce sont des clients, en fait. Des clients hommes et surtout des personnes chefs de service dans des groupes lors de team building qui en fait me parlaient très très mal, chose qu'ils n'osaient pas faire avec mon collègue et employé homme et qui tombaient des nues vraiment quand ils découvraient qu'en fait c'était moi la patronne, quoi. Donc c'est vrai que ce genre de situation, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et donc, pareil, il faut savoir réagir, il faut savoir rester zen et calme quand on se fait clairement insulter. Voilà. Mais c'est vrai que vis-à-vis en tout cas de moi, pour construire ma société et pour créer des partenariats et développer le groupe, en fait, je n'ai pas rencontré de problème en tant que femme. Anaïs, tu as à peu près les mêmes clients, c'est-à-dire les grands comptes. Est-ce que tu as ce type de difficulté également? Ouais, je me reconnais totalement dans le fait d'être une femme. Moi, même au début, quand avec le Pépite, on parlait d'entrepreneuriat féminin, c'est une étiquette que je ne me reconnaissais pas du tout dedans. Je ne me vois pas comme une femme entrepreneuse, je suis entrepreneur. Et par contre, le fait d'être jeune,
C'est quelque chose qui a... Moi, j'ai eu le même exemple, mais par rapport au fait que je sois jeune, une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, c'était un client avec qui ça se passait très mal, c'était pendant le Covid, qui m'a dit, je sais plus exactement les mots qu'elle m'a dit, mais en gros, elle m'a dit, vous êtes pas assez expérimenté pour ce que vous faites n'importe quoi. Et la vraie raison, au final, en creusant, c'était qu'eux, en interne, ne communiquaient pas, n'étaient pas assez structurés, et c'est moi qui étais un peu, qui portait... Voilà, exactement. Sauf que dans un excès de colère, elle m'a dit ça, et je lui ai quand même fait comprendre que on pouvait arrêter la réunion là. En fait, c'est ce que tu dis, il faut rester calme, il faut aussi leur montrer où sont les limites. Et je suis persuadée que si j'étais plus âgée qu'elle, ou si j'étais un homme peut-être, elle n'aurait pas du tout eu ce comportement-là, ce langage-là. Et souvent, moi, ça vient de personnes qui sont soit plus âgées, soit qui ont un plus gros pouvoir de décision. Parce que là, c'était une acheteuse, c'était une femme, et elle a eu cette posture-là. Et c'est vrai que, enfin, clairement, je me dis, c'est les retours qu'elle m'a fait. Clairement, elle m'a fait comprendre, vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas assez expérimenté. C'est pour ça qu'il y a tel et tel souci. Et il s'est avéré que c'était pas la vraie raison. Et voilà, ça peut arriver. Au début, ça a été un gros choc pour moi, et j'en ai parlé autour de moi. Et ils m'ont dit, voilà, c'est souvent une stratégie de ceux qui tiennent les rênes pour un peu intimider, pour montrer que c'est eux qui prennent le pouvoir dans les stratégies commerciales, puisque là, c'était des échanges commerciaux. Donc voilà, ça peut arriver. La première fois, c'est un gros choc, mais après, une fois qu'on sait que ça fait partie d'une des stratégies pour certaines personnes, on se prépare. Il y a quand on est entrepreneur aussi, ce qui est important, c'est de s'entourer, de demander de l'aide. Donc maintenant, je sais que je peux solliciter des personnes qui ont déjà occupé ces postes-là dans les entreprises pour un peu me coacher et m'aider à m'entraîner, parce que voilà, une fois qu'on le sait, on sait que ça va se reproduire, on s'adapte. Mais même si c'est pas simple. C'est une stratégie de domination. Ouais, c'est exactement ça. Si je peux me permettre juste, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, sur le fait de s'entourer, etc. Moi, pendant ce coup, je me suis retrouvée à devoir gérer en fait une franchise, alors que de base, je voulais justement être franchisée pour pas avoir tous ces problèmes. Enfin, voilà. En fait, c'est super important de savoir chercher de l'aide. Et moi, c'est vraiment la démarche que j'ai fait. Enfin, je me suis entourée d'avocats, de comptables, etc. Et j'ai beaucoup appris en fait en questionnant les gens. D'un seul coup, j'ai eu un site internet à gérer avec tous les problèmes que ça entraîne. Eh bien, il faut beaucoup parler avec ses prestataires et avec les gens qui peuvent nous aider, et vraiment s'entourer, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de dire je ne connais pas, je ne sais pas et j'ai besoin d'apprendre. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est super important. On voit trop de personnes qui se cassent la figure parce qu'en fait, ils n'osent pas demander de l'aide ailleurs, et juste reconnaître en fait, on n'a pas la science infuse et qu'on ne peut pas tout savoir. Mais ça, c'est de manière globale. C'est pas forcément lié en tant que femme. Et après, c'est vrai que juste la seule chose, c'est que dans la posture, on est une femme et que on reconnaît qu'on n'a pas la compétence ou quoi que ce soit. On peut tomber aussi sur des personnes qui vont réagir en mode oui, de toute façon, t'es qu'une femme et puis tu es jeune et tu n'y connais rien, parce qu'à l'époque j'étais encore jeune. Et en l'occurrence, par exemple, moi je suis tombée sur un comptable comme ça, quoi, qui me fait comprendre au quotidien que je ne suis qu'une femme et que je suis bête et que je n'y connais rien. C'est peut-être aussi une stratégie de domination. Voilà, exactement. C'est pour ça que je rebondis vraiment par rapport à ce que tu as dit, parce que ça c'est super important, je trouve. Après, on a eu un petit exemple avec Dana lors des assises de l'entrepreneuriat au féminin à la région Île-de-France. C'était il y a 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus, où on avait un public d'à peu près 200 personnes. Et la personne au micro demande qui a confiance en soi, qui a suffisamment c'était drôle, qui a suffisamment qui a vraiment confiance en soi dans cette salle. Donc à peu près 200 entrepreneurs et puis monteurs, etc. On a eu à peu près 3 personnes pour lever la main, dont 2 hommes. C'était tellement drôle. Mais c'était un petit peu cliché par rapport à ça, mais ça ressort aussi dans cette difficulté parfois et dans les ressorts que peuvent utiliser certains pour asseoir cette stratégie de domination. Et oui. Allez. Moi, je voulais poser 2 questions. La première question, c'est donc par rapport à ce que vous avez dit, mesdames. Est-ce que vous avez réussi néanmoins à maintenir votre prix, votre proposition de prix? Comment vous avez résisté?
Et puis la deuxième question, je pense que c'est un sujet qui peut s'ouvrir dans cette table ronde, c'est le sujet de la formation. Parce qu'en fait, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école ou de la fac. Voilà. Donc, je suis peut-être en avance de phase, pardon. Pour la question sur le prix, là, c'est vrai que c'était, en fait, pour si on resitue un peu, c'était pendant le Covid, il y avait eu des petites litiges, on avait déjà signé en fait, mais le client ne voulait plus payer. Donc c'était ça la situation. Donc ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus payer parce qu'on n'avait pas respecté les process. Donc ils m'ont fait croire en fait, que j'étais incapable, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas respecté les process. Avec le recul, j'ai compris que c'est eux qui étaient en tort, mais ils ont réussi à me faire croire ça, donc finalement ils n'ont pas tout payé. Donc voilà, et ça est arrivé qu'une fois et je me suis dit plus jamais ça n'arrivera. Donc ça a été ma leçon. C'est comme ça que j'ai appris parce que vous disiez on apprend, il n'y a pas de formation. Donc ça a été ma leçon, c'était en 2020. Et depuis, dès que je tombe face à un client comme ça, soit je ne travaille pas avec eux, soit je leur fais comprendre qu'il y a un cadre. Maintenant, je me suis entourée de personnes sur le juridique, sur le côté comptable. Donc voilà, ça s'est passé une fois et au moins ça apprend pour la suite. Et l'autre question, je sais pas. Ah oui, comment on se forme. Par rapport au prix, vous aviez eu le même problème vous aviez réussi à... Alors moi, j'ai jamais baissé mes prix. Parce que déjà, de par mon positionnement tarifaire, on était parmi les moins chers du marché. Et j'ai jamais eu de problème, pour le coup, à annoncer à mon client, je ne sais pas faire. À ce prix-là, je ne sais pas faire. Parce que j'ai reçu beaucoup de demandes au cours de ces années. Pour le prix d'un McDo, en fait, ils voulaient, mais vraiment le prix d'un menu McDo pour 15 €, ils voulaient venir faire un cours de cuisine, dégustation sur place avec du vin. Enfin, voilà, donc régulièrement, en fait, non mais c'est fou, j'indiquais qu'à ce tarif-là, je ne savais pas faire et que je leur conseillais de se diriger plus vers un resto classique ou alors vers d'autres cours de cuisine. Parce que j'étais profondément persuadée que mon prix était le juste prix et qu'en fait il ne fallait absolument pas dévaloriser la prestation. Mais je pense que j'étais aussi capable de maintenir cette posture parce qu'en fait avant je travaillais en grande distribution et je faisais de la négociation en grande distribution et donc c'est quelque chose que je faisais tous les jours vis-à-vis des acheteurs, de maintenir mon tarif et en fait de ne pas lâcher parce qu'à partir du moment où on est convaincu d'une chose, voilà. Et je pense que cette expérience-là m'a énormément servi par la suite dans mon expérience entrepreneuriale. Mais effectivement, tout à l'heure on disait, il n'y a pas de formation vraiment entrepreneuriale, bien que maintenant je découvre le réseau Pépite avec tous les ateliers qu'on peut mettre en place, etc. Mais finalement, en tout cas, moi, à l'époque, je m'adaptais et j'évoluais au fur et à mesure et j'étais capable d'acquérir des compétences au fur et à mesure des choses qui se passaient. Exactement. Typiquement, quand j'avais un problème avec un client qui m'avait réservé, c'est arrivé au tout début, il me réserve une presta. Je ne fais pas signer le devis avec bon pour accord, il y a juste indiqué dessus leur signature, mais il n'y a pas de date et il n'y a pas de bon pour accord. Et la veille, je sentais qu'il y avait un truc qui était bizarre, j'avais pas de nouvelles. Et la veille, je les contacte, j'arrivais pas de les contacter. Et en fait, ils m'ont planté. Et juridiquement, étant donné que sur le devis, il n'y avait pas la date, le tampon et le bon pour accord, eh bien, mon avocat m'a dit, malheureusement, c'est fini. Enfin, voilà, on ne peut rien faire. Donc tout ça, ça s'apprend. On fait l'erreur une fois et on ne la refait pas plus tard. Mais c'est toujours par l'expérience en fait qu'on va rebondir et qu'on va apprendre. Enfin, je sais pas vous les filles, mais après c'est le propre aussi des formations qui sont proposées aujourd'hui à l'université où justement on se rend compte que c'est important de donner la possibilité aux étudiants et aux étudiantes que ça peut être une alternative. L'entrepreneuriat est possible pour tous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des formations dédiées à l'entrepreneuriat. On n'a pas à Léa-Auguste Eiffel sur notre site. Il y en a à Créteil uniquement, mais on essaie de mettre en place un certain nombre d'ateliers de sensibilisation possible,
tous connectés auxquels tu avais participé, c'était aussi la possibilité de se jeter à l'eau et de voir qu'il y avait des personnes, il y a des filets, il y a des personnes derrière pour essayer d'aider. Et puis ensuite, pour les étudiants qui sont dans le cadre de Pépite, on a un certain nombre d'afterworks qui sont mis en place. Pour les B2E, on a des rendez-vous mensuels. Aujourd'hui, on met en place un certain nombre de dispositifs pour dire aux étudiants de l'université, quelle que soit leur formation, vous pouvez entreprendre. Ça, c'est nouveau, ça se met en place depuis 2014 dans le cadre de Pépite, et puis ça se renforce au fur et à mesure. Mais c'est vrai que voilà, ça prend aussi un petit peu de temps de sensibiliser à la fois les enseignants, les étudiants, etc. Mais pour leur montrer que c'est possible, quelle que soit la formation faite précédemment, on peut le faire. Ça, c'est, on travaille là-dessus. Et juste pour rebondir sur la question, parce que moi, j'ai pas encore eu vraiment affaire à des clients, mais je me suis rendu compte, moi, c'était quand je pitchais et que j'avais des jurys qui sont principalement constitués d'hommes, et que les femmes, elles comprennent direct mon projet, bon, c'est peut-être aussi lié à mon produit, et c'est les questions qu'elles me posent et les questions que les jurys hommes me posent qui sont pas du tout pareilles. Et je suis sûre qu'à la fin, quand ça délibère, les hommes étant plus nombreux, ils ont plus de poids et ont plus de mal peut-être à percevoir la problématique et ce qui va avec. Vous pourriez nous donner un exemple de question qui est masculine? Un exemple, j'avais un monsieur qui ne comprenait pas, et je pense qu'il ne voulait pas comprendre, ma solution. Il disait, je ne comprends pas pourquoi Etam, pourquoi Chantel, pourquoi des grandes marques ne font pas ce que vous proposez. Et donc j'ai essayé de lui expliquer qu'on ne trouvait pas cette solution sur le marché, ou que c'était des solutions qui étaient orientées et tout. Il était non. Mademoiselle, vous êtes sympathique, je comprends, mais vous avez bien identifié vos concurrents. J'avais fait vraiment, j'avais présenté tous mes concurrents et ils étaient persuadés que j'avais pas mis certains concurrents. Et que je mentais exprès que j'avais pas mis certains concurrents. Que la solution existait forcément déjà. Exactement. La solution, ça existe, c'est pas possible. Après, c'est vrai que le produit étant spécifique, il nous parle à toutes. Oui, je pense aussi que ça joue. Mais c'est important aussi que les hommes s'en emparent. Il y a des hommes qui comprennent parfaitement. Enfin, moi. C'est juste une question d'ouverture et de compréhension et de chercher, justement, ce que tu disais. Il n'a pas forcément cherché à comprendre. Voilà. Et toi, Charlotte? Moi, ça rejoint un peu ce que tu disais, où je pense que la solution qu'on a et sur le secteur sur lequel on est, le fait d'être en fauteuil roulant, ça apporte quand même une légitimité sur ce qu'on propose et sur notre mission, parce qu'on se retrouve, comme tu disais, face à un jury. Pour le coup, la plupart du temps, ils ne sont pas concernés ou ils ne connaissent pas le handicap, donc il y a beaucoup de sensibilisation, et le pitch, il y a quand même une grosse partie du pitch qui est juste de poser les bases du problème, de sensibiliser, d'expliquer les choses où les gens ne connaissent pas en fait. Donc là-dessus, je pense que ça m'apporte une légitimité. Et le fait d'être une femme, j'ai pas ressenti de problématique là-dessus. Après, j'entreprends pas toute seule, donc j'ai aussi mes associés qui sont là, donc je ne sais pas si c'est ça, si c'est le fait que je sois légitime du fait d'être en fauteuil. Les fois où j'ai pu avoir des remarques, c'était plutôt sur les salons où, en fait, il faut savoir que dans le milieu du handicap, quand on vend des produits paramédicaux, ça passe plutôt par un réseau de distribution avec des boutiques médicales, des grossistes, donc un mode de vente, un truc un peu poussiéreux où on est encore sur des communications, où c'est des prospectus, des vendeurs qui vont dans les centres de rééducation, qui vendent en direct, avec un positionnement où on parle de patients, de personnes malades, et c'est pas sexy, ça donne pas envie. Nous, notre positionnement, il est vraiment différent. On fait de la vente directe, on parle à des utilisateurs et pas à des patients. On veut quelque chose de moderne où on est transparent, et c'est vrai que les revendeurs ont du mal à comprendre ce qu'on fait
Ils n'arrêtent pas de venir nous voir en disant mais il va falloir passer par nous, vous n'allez pas y arriver, et on leur prouve que si. Mais c'est vrai que donc, quand ils viennent me voir sur le salon et qu'ils demandent à parler à mon supérieur et que je leur explique que bah non, c'est moi la fondatrice d'Omni, généralement les relations sont un peu étranges parce que oui, c'est un secteur où c'est des hommes qui ont une Rolex, qui sont un peu dominants et qui ont du mal à croire que je puisse être fondatrice et même des personnes aussi sur les aspects techniques du produit qui viennent me poser des questions en imaginant que je ne sais pas de quoi je leur parle, de quoi je parle, alors que bah, j'ai quand même participé à la conception du produit, donc je le connais sur le bout des doigts et je sais leur expliquer bah, ce qui fonctionne pas et montrer que j'ai cette expertise. Et c'est vrai que c'est là-dessus où on peut avoir des clichés un peu, mais en tout cas au quotidien, je trouve que ça se ressent pas trop. Les choses changent. Ouais, j'ai l'impression quand même. Et justement, on est là pour faire porter cette voix et montrer que ça évolue. Et je pense que ça va dans le bon sens malgré tout. Oui, c'est important. C'est important ce qu'on se disait. On fera peut-être une petite série de portraits des jeunes qui entreprennent au sein du Pépite, parce qu'on est très fiers déjà de votre réussite. Donc ça, c'est important aussi de la transmettre et de montrer dans toute cette diversité et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant, le chemin par mon petit balcon, puis de ne pas avoir un chemin tout tracé. C'est aussi hyper intéressant de voir que entreprendre, c'est ça. C'est aussi être agile, comme tu disais, Juliette, et avoir des chemins qui peuvent être variés. Ce qui montre aussi la durabilité possible du projet. Mais c'est important aussi de montrer que vous êtes là. Et que vous êtes là en tant que fondatrice, en tant qu'entrepreneur, et que c'est vous qui portez les projets, justement, pour faire changer les mentalités au fur et à mesure. Donc, bravo. Je ne sais pas s'il y a des questions. En fait, vous avez évoqué, plusieurs d'entre vous ont évoqué le fait que vous ayez brûlé du cash pendant cette période de recherche. C'est tout à fait normal, tout à fait classique dans le développement d'une entreprise. Parlez-nous de votre relation aux financeurs. Est-ce que vous vous sentez armé, parce que ça fait partie des freins, souvent. Si on peut exclure le genre, parce que je pense que là, c'est pas du tout une question... pour moi, la table ronde d'entrepreneuriat féminin, elle est très très intéressante, mais il me semble que, comme vous l'avez évoqué beaucoup, c'est moins une question de genre qu'une question de crédibilité. Et vous avez évoqué très très bien le fait que votre âge, votre potentielle inexpertise, en tout cas de façade, pouvait être un frein, mais que ça peut se lever assez rapidement quand vous documentez votre démarche, quand vous montrez que vous en avez sous le pied et que vous connaissez votre sujet et que vous êtes en mesure de faire front, en fait, notamment face à la diversité, à l'adversité, je devrais dire. Qu'en est-il de vos rapports à vos financeurs? Quand vous dites financeurs, les banques et autres, parce que là on a une start-up par exemple, donc elle a potentiellement d'autres financeurs en face. Mais voilà, quelle est la relation? Est-ce qu'elle a été travaillée? Comment j'évoquais tout à l'heure la question de la formation, c'est vraiment une question clé. Parce que s'il y a quelque chose qui peut être un levier dans votre réussite entrepreneuriale et dans celle des personnes qui nous écoutent, c'est clairement aussi cette partie maîtrise du rôle de l'entrepreneur ou de la dirigeante. Voilà. Qu'est-ce que j'ai avec moi comme arme, comme formation de base, comme atelier qui peuvent se nourrir au fil des partenariats, etc., pour m'aider à réussir et à être pérenne. J'allais dire pour ma part, j'ai pas encore fait cette démarche d'aller chercher, mais justement je prévois d'aller voir les banques et c'est important en fait de se préparer. Donc là on est en mars et je prévois d'aller toquer chez les banques en septembre-octobre, mais je commence dès maintenant, notamment à travers samedi, il y a 2 jours, on a eu la Banque Mutuelle qui est venue grâce à Pépite pour nous sensibiliser à cette relation bancaire, parce que c'est vrai que c'est particulier. Parler à un conseiller banquier professionnel, c'est différent du personnel. Et aussi, moi, je m'entoure d'un expert comptable. Parce qu'on a beau faire les plus jolis tableaux Excel,
on n'a pas la crédibilité et le savoir-faire d'un professionnel qui est son métier tous les jours. Et donc je pense aussi que le jour où je vais aller toquer aux banques, c'est important de dire que je suis soutenue par des partenaires qui sont experts dans ce domaine et qui ont accompagné plein d'entreprises. Je pense que ça peut faire la différence. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'au début, on parlait de la superwoman. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense qu'il faut savoir faire de la com, faire du financier, faire du marketing, faire de la vente. Donc on se retrouve à faire des tableaux Excel où on met des chiffres, on n'y comprend rien du tout. Et après, on a le retour où les jurys nous disent vos chiffres ils sont pas crédibles, c'est pas viable. C'est normal, j'ai pas la compétence. Et je pense que c'est important de dire aux entrepreneurs, on n'est pas obligé de savoir nous-mêmes faire ce tableau, mais par contre, on doit aller demander de l'aide, voilà, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier. Je pense qu'il ne faut pas qu'on nous force à savoir faire ces tableaux-là. Nous, ce qu'on doit maîtriser, c'est notre business, notre marché et savoir s'entourer. Parce que là, il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai été à l'aise en faisant un dossier financier parce que j'ai deux financiers qui me conseillent là-dessus. J'ai mon comptable, je leur ai envoyé mon tableau Excel, ils m'ont dit ce que je devais changer. Et j'ai compris que voilà, moi, c'était pas ma compétence. Maintenant, je comprends mes chiffres. Mais j'aurais toujours besoin de quelqu'un qui a la compétence pour être derrière l'ordi, remplir les tableaux Excel. Et moi, j'ai juste à ajouter le tableau Excel dans mon dossier. Je sais le présenter parce que je comprends les chiffres, mais c'est une compétence, je sais pas, 10 années d'expérience pour faire un tableau cohérent. Donc je pense que c'est important ce côté-là de s'entourer, comme tu disais, et de maîtriser nous ce qu'on peut maîtriser, et après de confier à d'autres le fait de faire ces tableaux financiers pour nous préparer à aller voir des investisseurs, des banques, parce que quand il s'agit de demander 100 000 à 1 million d'euros, si on ne sait pas maîtriser les tableaux Excel, autant avoir dans son équipe quelqu'un qui sait le faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'au début, c'était vraiment ma bête noire, les chiffres. Et maintenant que je suis entourée de ces personnages, je suis hyper à l'aise avec le fait d'envoyer un prévisionnel sur 3 à 5 ans qui monte très haut dans les chiffres. Et je me dis, je saurais le défendre parce que je connais mon business et qu'on a vu avec eux que les chiffres étaient cohérents. C'est comme ça que je l'expérimente. Après, tant mieux pour les entrepreneurs qui ont cette compétence. Je pense vraiment que c'est une force. Voilà, mais si on n'a pas cette force, il faut savoir demander de l'aide à côté. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que on peut pas être bon partout. Nous, on a la chance du coup d'être plusieurs, et donc c'est Noé qui est en charge des aspects de financement parce que lui, il a déjà, avant Omni, il avait déjà eu deux expériences entrepreneuriales, donc ça lui permettait déjà d'avoir un peu d'expérience dans le domaine. Et puis à travers sa formation au Pont, il avait une formation à l'entrepreneuriat pour sur les levées de fonds, sur tous ces aspects-là. Donc il avait quand même plus de connaissances. J'ai fait une école de commerce spécialisation RH. C'était pas trop la spécialité de ma filière. Et donc ouais, c'est plutôt dans notre équipe Noé qui s'occupe de tous les aspects de financement, donc que ce soit auprès de BPI, auprès de aller chercher des financements auprès de la région, auprès de l'Europe, pour faire la levée de fonds. Donc il est meilleur que nous là-dedans. Et donc on l'a mis sur ce sujet parce qu'il est meilleur. Mais on est un duo, et c'est vrai que à côté de ça, un duo en tout cas dans les présentations auprès des partenaires financiers, parce que c'est vrai que malgré tout, moi j'ai ce côté un peu qui amène plus de crédibilité sur la mission de l'entreprise, sur ce qu'on fait, sur porter la voix des utilisateurs, sur la vision qu'on a et tout ça. Et donc on se complète, et quand on fait nos présentations ensemble, on est vraiment complémentaires dans la manière de communiquer. Mais quand on s'adresse à des financiers, il n'y a pas que le BP et les chiffres, il y a aussi tout ce qu'on transmet, et c'est des humains qu'on a en face de nous, donc il faut aussi leur expliquer et les porter avec nous, participer au projet. Donc c'est un tout. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci à toutes. Et bravo à toi pour l'animation. Merci. On a hâte de voir la suite. Ce serait presque des épisodes année après année, parce que je suis sûre que ça va évoluer, et ça c'est super. Nous on est très fiers de nos jeunes qui entreprennent. Bravo. Merci. Merci à tous.
si vous êtes en pleine levée de fonds, c'est pas